Danin est chargé de recherche CNRS à l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier et Sébastien est palynologue. Alors, vous pouvez partager votre écran, c'est bon? Exact. Est-ce que ça fonctionne? Oui, on vous entend. Et en termes d'image? C'est parfait. Oui, tout bon. Bon, ben, merci beaucoup. Bonjour à tous et bien content de vous voir, même si je ne peux pas assister physiquement à ces journées. J'étais là il y a 2 ans, donc j'imagine la bonne ambiance qui règne ici. Donc voilà, donc effectivement, je suis palynologue et donc je voudrais vous présenter un peu de quoi il s'agit et les différentes recherches que je mène sur ce sujet. Donc simplement, donc, la palynologie, c'est l'étude des micro-organismes et des cellules qui sont préservées notamment dans le sédiment et qu'on peut comme ça dégager, extraire grâce à différentes attaques acides. Et donc, vous voyez ici sur cette image un champ de microscope qui vous montre la diversité des formes des grains de pollen. Et sur la droite, ici, également différents types de grains de pollen qu'on peut rattacher tantôt aux familles des graminées, par exemple, pour ce grain, ou encore aux pins sylvestres pour ce pollen à ballonnet. On travaille également sur les pollens de spores. Donc simplement, à partir de cette grande diversité, on a finalement une image de la végétation qui produit ces grains de pollen. Sauf que, en réalité, le signal qu'on retrouve est un peu plus complexe à déchiffrer que cela, puisque par exemple, on a 2 modes de dispersion privilégiés pour les grains de pollen, qui sont donc l'anémogamie, la dispersion par le vent, et l'entomogamie, la dispersion par les insectes. Donc, on va évidemment, nous, avoir accès uniquement aux grains de pollen qui sont dispersés par le vent. L'autre point est qu'au fil des différentes étapes, depuis la production du grain de pollen en passant par son transport, sa préservation et les piégeages différentiels qu'on peut obtenir dans les archives sédimentaires, on a finalement une série de biais taphonomiques qui se superposent et qui induisent une différence entre la végétation qui a produit ces grains de pollen et la végétation qu'on constitue par le biais des grains de pollen. Donc, justement, en termes d'archives sédimentaires, eh bien, on a une grande diversité puisqu'on peut travailler aussi bien sur des tourbières, des lacs, ou encore des systèmes de rivières, de sédiments de rivières, et encore en sédiments marins. Donc, malgré tout, ça reste une force pour le pollen puisqu'on peut le retrouver comme ça dans tous les milieux, y compris en milieu marin. L'autre point est finalement le biais taxonomique, enfin le biais d'identification auquel on est confronté en tant que palynologue, qui est qu'en fait, vous avez ici sur cette slide l'identification qu'on peut faire du chêne, donc Quercus en latin, et on voit qu'on arrive ici à un niveau, au niveau du genre, ce qui fait que nous échappe toute la possibilité de déterminer les espèces de chênes dans notre constitution. Vous avez ici une série d'espèces de chênes que l'on pourrait reconstituer, mais cette information, nous n'y aurons pas accès. Donc, malgré tout, l'analyse pollinique offre de multiples avantages et notamment celui de reconstituer les dynamiques de végétation au cours du temps, les dynamiques des écosystèmes. Et indirectement, ça nous donne accès aux réponses des écosystèmes face à différents forçages qui peuvent être celui du climat, également les forçages liés aux perturbations écologiques, donc on peut penser aux incendies, et puis pour l'anthropocène, eh bien, aux transformations liées aux activités humaines. Donc là-dessus, c'est quand même un bon outil pour nos reconstitutions paléo. Donc, justement, à Montpellier, pour présenter rapidement le laboratoire, donc l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier a un département donc, qui travaille sur les paléoécosystèmes, les climats et les sociétés, et au sein duquel on a 3 équipes, une qui est plus spécialisée sur les dynamiques de la biodiversité, et notamment en utilisant la bioarchéologie, donc, pour étudier l'impact de l'homme sur différents
milieux. On a une équipe qui s'intéresse aussi à cette dynamique des écosystèmes, mais avec un focus sur les perturbations et les paléoclimats. Et puis, une équipe environnement extrême, dont Adam et moi faisons partie. Donc, les environnements boréaux en font partie à leur manière. Donc, autre chose au sujet de ce laboratoire, il faut noter que c'est un laboratoire où nous avons une salle dédiée pour l'extraction pollinique. Donc, on a une assez bonne expérience de ces extractions. Et surtout, donc, on a une collection de références qui est très ancienne, avec un peu plus de 30 000 taxons recensés, et donc une des plus grosses collections de références au monde. Voilà, alors pour en revenir aux activités de recherche qu'on mène, je vais simplement découper deux axes. Un axe qui s'intéresse aux réponses de la forêt boréale aux incendies et au climat, donc en Eurasie du Nord, qui est essentiellement l'endroit où je travaille. Donc avec on va dire un cas d'étude dans l'ouest de l'Oural et puis un autre au lac Baïkal. Ce sont des travaux réalisés par des étudiants que Adam et moi avons co-encadrés avec d'autres personnes. Et puis un axe qui va travailler sur ces mêmes réponses des écosystèmes, toujours face aux mêmes perturbations, mais plutôt dans les milieux mosaïques, donc en Eurasie centrale, donc avec des milieux plus arides, voilà, qui nous éloignent un peu du thème des forêts boréales. Voilà. Donc, pour reprendre cette présentation, eh bien, je vais d'abord présenter les travaux de la thèse de Sheima Baroumi, qui a été soutenue en 2019, donc, avec des travaux qui sont pour partie publiés ici dans deux articles, donc, Journal of Biogeography et The Holocene. Donc, ce travail de recherche s'intéressait à étudier les variations de végétation et d'incendie au cours de l'Holocène, donc les 10 000 dernières années, en République de Komi, ici à l'ouest de l'Oural. Vous voyez qu'on se trouve dans un milieu de forêt boréale à conifères. Et plus particulièrement, en fait, on a une alternance de taïga claire et de taïga sombre qui sont donc pour la taïga claire dominée par le pin sylvestre et le bouleau, et puis pour la taïga sombre par le pin sibérica et le sapin et l'épicéa. On a en Eurasie un phénomène connu en termes d'incendie qui est celui des incendies de surface, des feux de surface qui brûlent essentiellement la surface au sol entre les arbres. Bon, pour ce site, pour cette zone d'étude, il y avait trois sites d'échantillonnage. Et vous voyez que lorsqu'on zoome sur les cartes de végétation, on s'aperçoit qu'on se trouve dans une taïga claire, donc ici en jaune, avec le long du réseau hydrographique la taïga sombre qui se développe. Pour ce qui est de la végétation étudiée à travers l'analyse pollinique, nous avons utilisé le modèle RELIPS, qui est un modèle qui permet on va dire, de transformer le signal pollinique en pourcentage et de le convertir en termes de couverture de surface de végétation. Ça peut être fait grâce à cette méthode parce qu'elle a été mise au point donc, notamment en Suède, à des latitudes et avec une végétation relativement comparable à celle qu'on trouve en République de Komi. Donc voilà, on a ici le site étudié par Sheima, les sites étudiés par Sheima sur ce point jaune, et puis des sites issus de la littérature qui permettent de quantifier cette végétation. Et donc, ce qu'on peut apercevoir ici sur ce schéma, qui représente les taxons principaux de cette forêt boréale au cours des 10 500 dernières années, eh bien, c'est que à la base de l'enregistrement, on a plutôt un milieu ouvert, dominé par les graminées et de toundra, et puis l'établissement d'une taïga claire, elle-même à laquelle succède une taïga sombre, et enfin une codominance de ces deux types de taïga, et puis pour la dernière tranche d'âge, un impact humain très marqué avec le développement
les coupes finalement des forêts, des taïgas sombres et la dominance du bouleau. Voilà, donc à partir de ces différents, du proxy polémique, on a également réalisé des quantifications des paramètres climatiques sur les différents sites. Donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais simplement on a une comparaison à la fois donc, des températures moyennes annuelles et aussi des précipitations annuelles. Et vous voyez ici en pointillé les valeurs modernes, ce qui montre qu'on a comme ça une évolution qui se différencie bien des valeurs modernes au cours des 10 000 dernières années. On a également réalisé dans le cadre de cette thèse utilisé un autre proxy, un autre paléothermomètre. Il s'agit de convertir la proportion de biomarqueurs moléculaires en termes de température. Ici, on utilise les BRGDGT, donc qui sont des molécules produites par les membranes de bactéries du sol, de sédiments. Et on reconstitue comme ça l'évolution du climat également au cours des 10 500 dernières années. Là, les fluctuations sont beaucoup plus marquées et on voit que la distance à la température connue actuellement est même beaucoup plus forte. Donc, c'est un proxy en cours de développement. Il y a encore du travail à faire pour le valider complètement. Simplement, donc maintenant, lorsque Sheima a pu comparer à la fois les signaux issus les quantifications issues de l'analyse polynique, les quantifications issues des GDGT avec les enregistrements disponibles dans ce secteur, on a là aussi des différences assez nettes, mais disons qu'on a un holocène inférieur relativement frais et puis un holocène moyen, un optimum holocène autour de 7-8 000 ans, et puis une aridification qui se marque jusqu'à la période récente. L'autre point qui a été réalisé dans le cadre de cette thèse, c'était les analyses de fréquence de feu. Donc ici, c'était le Fire Return Interval qui était analysé. Donc, à partir de plusieurs sites, Sheima a pu appliquer une des méthodes de la densité de kernel qui était développée par Middlesey pour mêler en fait l'ensemble de ces enregistrements et obtenir une courbe médiane commune qui montre, elle, au cours des 10 000 dernières années, donc une diminution du temps de retour du feu au cours du temps. Avec, au début de l'Holocène, des retours de feu, des périodes de retour de feu assez grandes, mais aussi assez variables. Donc, finalement, quand on met bout à bout l'ensemble de ces données, ce qu'on peut voir, c'est qu'au début de l'Holocène, donc, avec une présence plus marquée de taïga claire, malgré tout, les retours de feu, la fréquence de retour de feu était faible et très variable. Et puis, donc, avec l'avènement l'augmentation des précipitations et des températures, la mise en place de la taïga sombre, vraisemblablement, entraîne la diminution de cette fréquence de retour de feu qui passe sous les 200 ans, qui était un des critères importants pour le développement de l'épicéa. Et finalement, c'est que sur la dernière période de temps où on a cette codominance entre taïga claire et taïga sombre qu'on arrive à des fréquences de retour de feu beaucoup plus rapides. Voilà. Alors après, ce sont les travaux de Sheima Baroumi, mais également de Marianne Vogel, qui ont étudié deux séquences du lac Baïkal, échantillonnées avec Adam. Voici quelques années. Donc, simplement, ce travail-là est publié cette année dans Forest. Donc, ici, on se trouve, contrairement à la forêt boréale de la République de Komi, dans une zone où finalement taïga claire et taïga sombre sont codominantes, mais non pas dans des mêmes espaces, mais plutôt à l'échelle régionale.
Et puis, vous voyez les différents sites d'échantillonnage qui se trouvent donc, dans cette partie sud du lac Baïkal, donc avec les lacs Eben et Jarod, et d'autres sites issus de la littérature qui nous ont donné des informations sur la végétation. Donc là, ce sont les modèles d'âge qui indiquent l'enregistrement des 10 000 dernières années dans ces séquences. Et ici, donc, les deux courbes de charbon issues de ces deux sites. Ces courbes, vous voyez qu'elles sont assez différentes, même si malgré tout, elles marquent une tendance proche sur l'ensemble de l'Holocène. Mais dans le détail, on a des différences assez nettes. Donc, dans cet article, Shema et Marianne ont essayé de comparer cette tendance au long terme de la fréquence du feu. Donc, cette fois-ci, c'est l'opposé du temps de retour du feu. Et on voit que cette fréquence diminue au cours du temps, finalement, avec un changement de végétation qui se marque assez nettement entre la forêt, la taïga sombre, dominée par le sapin, l'épicéa et le mélèze, et puis la taïga claire sur la deuxième moitié de l'Holocène. En termes de reconstitution climatique, issue de l'analyse polynique donc des autres sites autour du Baïkal, on a quelque chose d'assez marqué qui est un Holocène inférieur avec un climat plutôt froid et sec en comparaison de ce qui s'installe sur le restant de l'Holocène, un régime climatique un peu plus chaud et plus humide. Donc là, on a plutôt quelque chose de contre-intuitif parce qu'on s'imaginait reconstituer davantage de précipitations avec la taïga sombre pour cette période. Et puis, on a fait une comparaison avec les modèles climatiques globaux réalisés donc, pour l'hémisphère nord et pour l'Eurasie dans le cadre de cet article. Et on voit que chez eux, on a là carrément une opposition en fait, entre humidité et température, alors que dans nos reconstitutions polymiques, on a plutôt une corrélation entre humidité et température. Donc, tout n'est pas hyper clair à l'issue de ce papier, mais on a bien en tout cas une tendance long terme des incendies en réponse au changement de la végétation qui s'y opère. Voilà. Alors, pour passer sur le deuxième point, je voulais simplement vous montrer la répartition des forêts boréales dans le monde et montrer qu'en fait, lorsqu'on arrive dans le cœur des étendues continentales, eh bien, directement adjacentes aux forêts boréales, on trouve finalement les étendues de prairies et stépiques. Donc, c'est le cas ici en Amérique centrale, mais c'est aussi le cas sur la partie orientale du continent eurasiatique. Donc, on peut également s'interroger de savoir si avec le réchauffement climatique, la forêt boréale va simplement remonter et puis l'ensemble de ces zonations vont elles-mêmes remonter en latitude, ou si on va avoir des phénomènes de pincement avec finalement la mise en contact direct de ces espaces ouverts avec les forêts boréales plus au nord. Et donc, ça me permet d'amener sur les études qu'on mène également en Asie centrale, qui concernent notamment des milieux de haute altitude, mais où la végétation est plutôt marquée par les espaces ouverts. Donc, pour ça, j'ai choisi d'illustrer avec ce premier travail, qui est la thèse de Amy Cromarty, donc, qui travaille dans les hauts plateaux du Caucase, qui a publié un premier papier dans Quaternary Science Reviews l'année dernière et qui va en faire d'autres également. Simplement, donc, pour cette étude, Amy est à la base archéologue de formation, puisque dans le Caucase, on a un impact de l'homme qui est très marqué dans le temps et déjà en fait depuis plus de 5000 ans. Donc, sur son projet, on mêle à la fois donc, les registres archéologiques issus de différents sites que vous voyez ici en orange sur cette carte, et on a décidé de réaliser, grâce à la présence de plusieurs lacs, de réaliser
une sorte de confrontation des données avec les archives sédimentaires. Sur la droite, vous avez un diagramme pollinique. Sans rentrer dans le détail, en vert, ce sont les taxons forestiers. Donc, vous voyez ici un total de pollen d'arbres qui est très faible, et à moins de 25%. Et ça, finalement, ça reflète assez bien ce qu'on a ici sur l'image, c'est-à-dire un milieu complètement ouvert. Les seules zones forestières sont des plantations issues des plantations de pins réalisées sous l'Union soviétique. Et puis, pour retrouver les forêts, en fait, il faut se déplacer plus au nord, à quelques dizaines de kilomètres, et ce sont ces forêts qui fournissent le grain de pollen qu'on enregistre dans notre site. Et en termes de végétation du coup plus proche, on a essentiellement des graminées et des steppes, avec ici les armoises. IMI a également réalisé donc, le comptage des charbons. Alors, c'est un peu plus compliqué qu'en milieu boréal, puisqu'il y a beaucoup de charbon issu d'herbes. Et ce qui est intéressant, c'est de retracer, en fait, là aussi, une tendance au cours de l'Holocène, et de s'apercevoir, enfin, elle a pu mettre en relation, finalement, cette fréquence des feux avec les fluctuations des graminées. Donc, vraisemblablement, ce qui brûle sur cette zone, ce sont les graminées. Alors, elle a essayé de le présenter autrement, avec cette fois-ci en transformant son signal d'incendie à partir de l'ensemble des sites, des ensembles des archives sédimentaires, en biomasse brûlée et en le comparant de nouveau avec ce signal de graminées. On voit que ça marche assez bien. Et puis, finalement, ça fonctionne aussi assez bien lorsqu'on transforme le signal pollinique, on va dire brut, en utilisant encore une fois le modèle Reveals que j'ai présenté tout à l'heure pour les travaux de schéma, où on voit que les graminées ont à peu près les mêmes fluctuations au cours du temps, et donc sont ultra dominantes, et c'est aussi probablement la raison pour laquelle le signal incendie est corrélé à ces prairies à graminées. Voilà. Et donc, une dernière présentation, qui sont les travaux de la thèse de Lucas Desjardins, avec 2 papiers déjà publiés, donc, dans Quaternary Science Reviews et Climate of the Past. Donc, lui, il s'intéresse toujours à ces mêmes milieux arides et semi-arides, mais cette fois-ci donc, sur les hauts plateaux de Mongolie. Eh bien, donc, dans le cadre de ce travail, où il a pu effectuer l'analyse de la carotte Erag ici, au centre du Qinghai, donc de la chaîne de Qinghai. Donc, juste pour mettre je ne sais pas si c'est très clair à l'écran, et pour mettre en relation, cette fois-ci, plutôt l'impact du climat, vous avez cette carte ici de l'Eurasie qui montre les influences climatiques, que ce soit des vents d'ouest, donc des westerlies, qui apportent notamment l'humidité, et également l'influence de l'anticyclone sibérien par le nord, qui va plutôt amener donc, des phénomènes froids et secs. Et puis, on se trouve dans la zone d'influence qui est mouvante au cours de l'Holocène, mais d'influence donc de la mousson sud-est asiatique, qui est quelque chose qui est très étudié notamment par les équipes chinoises. Donc là, bon, je ne rentre pas dans le détail du diagramme pollinique, mais on a également, au cours d'une période de temps qui est assez courte, autour de 4000 ans, une dominance de tous les taxons ouverts, c'est-à-dire les graminées et la steppe. Mais on a quand même quelques taxons forestiers qui font plus écho aux recherches boréales, donc notamment donc, le mélèze et l'épicéa. En fait, ce sont des taxons qui se développent sur les flancs nord des reliefs entourant le lac qui a été étudié. Donc, Lucas a produit cette carte. Donc, pour faire très vite, en fait, elle est basée sur un ensemble de sites principalement polliniques qui couvrent ici différentes latitudes à travers l'Eurasie, et qui vous montre donc, sur les 5000 dernières années, en 4000 dernières années,
l'évolution des températures annuelles et des précipitations annuelles. Et en répartissant ces cycles-là en fonction de la latitude, essentiellement, il a pu mettre comme ça en évidence les sites pour lesquels l'affluence de la mousson sud-est asiatique est dominante au cours des 4000 dernières années. Mais on voit que cette influence diminue au cours du temps en faveur des vents d'ouest. Et puis que pour les sites plus au nord, c'est l'anticyclone sibérien qui est le plus influent sur les enregistrements et que lui gagne aussi du terrain lorsqu'on se rapproche de l'époque moderne. Voilà, j'en ai fini avec ces différentes présentations et je vous remercie pour votre attention.